allez bien. Vous l'avez vu au titre de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour 5 duos de personnages que j'aime du coup dans mes livres, dans ma bibliothèque. Et le choix a été assez compliqué, honnêtement, parce que 5 c'est assez limité au final pour tous les personnages, tous les duos en tout cas qui composent du coup cette bibliothèque, les histoires que j'ai lues, etc. Mais j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent à l'approche un peu de la Saint-Valentin, même si je le fais pas, je trouve que c'est toujours un peu l'occasion de marquer le coup en lisant une romance historique, enfin ce genre de choses où je sors un petit peu de ma zone de confort parce que parfois j'ai des bonnes surprises mais je pourrais pas lire ça tout le temps. Et ici voilà, j'avais pas suffisamment de livres en tout cas pour faire 5 livres de romances, autres que des romances de Noël ou quoi. Et du coup je me suis dit tiens simplement 5 duos, que ce soit amour, amitié, sororité, etc. Que j'ai aimé, ce serait aussi assez chouette à faire, ça change un petit peu. Et donc je vous propose simplement cette vidéo pour aujourd'hui. Je vais débuter tout de suite avec le premier livre et premier duo sélectionné. Et je commence par celui-là parce que je ne peux pas passer à côté de Hunger Games, même si voilà... J'ai essayé de prendre des livres qui étaient très connus, d'autres nettement moins, ou en tout cas dont on ne parle plus pour un peu équilibrer tout ça. Mais vraiment, le duo du coup de Katniss et Peeta, je pense, reste un de mes duos préférés de tous les temps. Pour les très rares d'entre vous qui ne connaissent toujours pas Hunger Games, déjà ça m'étonnerait beaucoup, surtout que maintenant le film du préquel est même sorti au cinéma, donc voilà. Mais... voilà, comme je vais le faire du coup pour à peu près tous les livres, je vais quand même relire le résumé pour juste remettre en contexte et après on s'attaque du coup au personnage tel quel. Le résumé nous disait: dans un futur sombre sur les ruines des États-Unis, un jeu télévisé est créé pour contrôler le peuple par la terreur. 12 garçons et 12 filles tirés au sort participent à cette sinistre télé-réalité que tout le monde est forcé de regarder en direct. Une seule règle dans l'arène, survivre à tout prix. Quand sa petite sœur est appelée pour participer aux Hunger Games, Katniss n'hésite pas une seconde. Elle prend sa place, consciente du danger. À 16 ans, Katniss a déjà été confrontée plusieurs fois à la mort. Chez elle, survivre est comme une seconde nature. Je me rappelais même pas honnêtement du résumé, mais bon voilà, comme ça pose juste le décor sans que je reparte dans tout le reste. Mais vous doutez bien, dans tous les cas, que Katniss est la fille donc, qui est tirée au sort pour participer aux Hunger Games, donc les jeux de la faim. Et à l'inverse, du coup, Peeta est le garçon, enfin le tribut mâle comme ils appellent ça, qui pareil va l'accompagner dans cette arène et la suivre toute une partie de l'histoire. Pourquoi je tiens tant du coup à remettre ce duo en avant aujourd'hui alors que tout le monde je pense franchement le connaît, en tout cas 9 personnes sur 10, si pas franchement qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous attendez? Ce sont des incontournables les gars. Je le dis et le redis, mais c'est un tel coup de cœur que vous ne serez jamais déçus d'Hunger Games. Voilà, comme ça c'est dit, je ne m'étends pas plus. Mais sachez aussi que dans ce livre il y avait un petit triangle, alors vite fait, mais dans les garçons il y avait donc Peeta qui l'accompagne donc au jeu et Gale qui du coup continue de vivre au district, de s'occuper de sa famille quand du coup elle est au jeu, etc. Et à la base elle est plus ou moins, on va dire, amoureuse en tout cas de Gale. En tout cas, Gale, c'est sûr que il l'aime. Et forcément, il y a un petit triangle qui se met en place par rapport à ça. Il existe une team Gale que je ne comprends pas. Honnêtement, je ne comprends vraiment pas comment on peut être pour lui plus que pour Peeta. Déjà parce que Peeta, je pense pouvoir le dire aujourd'hui, c'est clairement un book boyfriend. Et c'est pour ça que je veux le remettre en avant aussi. Parce que j'aimerais bien être à la place de Katniss. Parce que, Katniss c'est un personnage qui est, hyper forte, hyper badass. C'est vraiment les deux premiers mots qui me viennent en tête. C'est vraiment la survivante. Elle va, c'est ça, plutôt que vivre, continuer à vivre, etc. Elle survit constamment. Que ce soit pendant les jeux, quand elle revient chez elle aussi. Je semi-spoil, mais bon, j'estime que si vous savez qu'il existe une trilogie, le personnage principal risque de durer sur le temps. Mais voilà, donc
Elle va survivre en tout cas, peu importe qu'elle soit dans l'arène, en dehors, déjà avant l'arène, parce que bah, dans le district 12 c'est un peu la famine ultime, etc. Et bref, très très vite en fait c'est un personnage qui a beau être fort par la force des choses, elle en a quand même vraiment hyper bavée. Elle est hyper abîmée par la vie qu'elle mène du coup dans les districts 12, à Panem du coup au Capitole, etc. Et donc voilà, elle a beau avoir cette force, avoir cette indépendance, elle a dû prendre aussi, on l'apprend très vite, le rôle de son père qui était dans les mines et qui est décédé dans une explosion. Donc voilà, elle a engendré le rôle de père de famille pour sa petite sœur ici qu'on disait Prime, donc Prime Rose, parce que sa maman pareil à ce moment-là est sous le choc, ne sait plus gérer ses enfants, etc. Et donc voilà, elle a vraiment beaucoup de charges sur ses épaules et au final personne qui ne s'occupe d'elle en contrepartie. Et pareil, elle a une telle rage aussi bien de vivre voilà, de colère qui a juste bouillonné au fil du temps, au fil des événements, etc. Que Pita, pour moi, est un choix complètement évident parce qu'en fait, il se rééquilibre à merveille, il lui comble vraiment toutes les failles, il doit l'apprivoiser comme un animal un peu apeuré, donc clairement ça se fait pas en 2-2. Mais voilà, et c'est quelqu'un, on va dire pas ça, c'est quelqu'un qui est, en tout cas un personnage qui est patient, c'est quelqu'un qui est bienveillant, c'est quelqu'un qui est aimant, qui a pas d'arrière-pensée, enfin, c'est quelqu'un vraiment de pur, de bon, vraiment en très bon sens du terme, et pas juste dire il est gentil. Et je crois qu'elle a vraiment besoin de ça en fait dans sa vie, elle a besoin de quelqu'un pour se poser, pour avoir une épaule sur laquelle se poser. Voilà, de quelqu'un qui est un peu un pilier, qui l'aide voilà, pour son entourage, qui l'aide à canaliser, enfin ouais, vraiment à l'apaiser. Et c'est qu'une fois que justement elle est apprivoisée, apaisée, qu'elle a gagné la confiance au fil du temps, etc., que oui, elle peut alors à ce moment-là envisager une histoire d'amour, vous vous doutez bien, vu que je parle de triangle aussi amoureux. Et d'envisager après un futur, une suite, d'autres sentiments que juste cette peur constante, etc. Que pour moi, Gale n'était pas du tout dans cette logique. Voilà, parce que même lui, il avait trop de haine en lui pour pouvoir voilà, diminuer et combler, pour pouvoir diminuer la sienne. Et qu'elle puisse passer à autre chose, qu'elle puisse être plus sereine, etc. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un super duo, parce que vraiment c'est ça, ils s'équilibrent à fond. Et à côté de ça, quand du coup Pita a besoin, elle est là aussi. Parce que voilà, c'est pas seulement que ça va dans un sens et pas dans l'autre, non, après Katniss lui apporte du coup aussi beaucoup tout au long de son parcours à lui aussi. Et ouais, j'ai aimé ce côté où vraiment il devait s'apprivoiser, où ça se faisait pas en un claquement de doigts, voilà, où on voit que c'est pas évident de gagner sa confiance, gagner son amour, etc. Et du coup le résultat est du coup forcément très beau, très humain au passage aussi, enfin voilà, j'aime beaucoup ce duo. Et je pense que si j'aime autant Pita, c'est parce que vraiment pareil, d'un niveau perso, j'ai besoin de quelqu'un qui me rééquilibre moi aussi comme ça. Je suis plus du style à avoir besoin de quelqu'un de complémentaire plutôt que de quelqu'un de similaire, quoi. C'est plutôt les opposés s'attirent qui se ressemblent s'assemblent. Enfin, en tout cas en amour, parce que en amitié je fais l'inverse. Je prends les gens qui me ressemblent, mais bon voilà. mais voilà, en besoin vital, fondamental, on va dire, je pense que voilà, c'était un très bon duo. Et je me suis retrouvée, je pense, quelque part aussi dans ces personnages et dans ce qu'ils s'apportent. Donc je recommande vivement de découvrir du coup ce duo-là en premier. Ensuite, le deuxième choix que j'ai fait, j'ai essayé de fouiller dans ma bibliothèque justement pour un livre dont on entendait, alors je vais pas dire pas parler, mais plus parler en tout cas, parce qu'au moment de sa sortie, il a quand même fait pas mal de bruit. Et puis, je sais pas, depuis il date, mais il est sorti en 2017, ce qui ne nous rajeunit pas.
Et je l'ai lu en 2018, donc autant vous dire que voilà, mes souvenirs sont assez flous, hein, on va pas se mentir non plus. Surtout que c'est pas l'histoire qui m'a marqué le plus, mais s'il est encore dans la bibliothèque pour l'instant, c'est que voilà, il m'a suffisamment marqué à l'époque. Et du coup, j'ai choisi de vous prendre Inséparable donc de Sarah Crossen, qui, la couverture vous verra peut-être quelque chose, a beaucoup fait parler de lui pour deux raisons. La première, c'est que les personnages qu'on a ici, donc de Grace et Tippi, sont des sorcières siamoises. Et ça, c'est quand même un élément qu'on ne voyait absolument jamais dans la littérature. Voilà, en général, en tout cas, young adulte, mais je pense au sens large aussi. Et du coup, c'était un aspect qui était très intriguant pour les lecteurs. Et je vous avoue que c'est pour ça que je l'ai acheté à l'époque. Et le deuxième, c'est qu'en fait, bah voilà, hop, une page au hasard, vous verrez, c'est un roman qui est écrit en vers libre, donc ça se lit très vite, malgré les, je crois que c'était 400 pages, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Malgré les 400 pages, ça se lit d'une traite, parce que forcément, peu importe, j'ai dire les pages que je prends, mais celle-là particulièrement, vous voyez, dans tous les cas, il n'y a jamais beaucoup de texte, quoi. Donc vraiment, ça se lit d'une traite. Et pour le résumé, on me disait à l'époque, Grace et Tippi, Tippi et Grace. Alors déjà, Grace, moi ça m'a pas surpris comme prénom, déjà de base. Mais alors Tippi encore plus, mais bon, je les ai pas choisis. Deux sœurs siamoises, deux ados inséparables, entrent au lycée pour la première fois. Elle me dit, on peut aller au lycée et avoir un boulot, et conduire une voiture, et nager, et partir en rando. Tu sais que je te suivrai n'importe où, Gracie. Tout ce que tu veux, dis-le-moi, et on le fera. On peut tout faire, ok? Je lui réponds ok. Mais ce qu'on ne pourra jamais faire, c'est tomber amoureuse, c'est clair? Évidemment qu'il y en a une des deux qui va tomber amoureuse, et ici en l'occurrence c'est Grace. Et alors on aurait pu croire que c'était un récit choral, donc on passe à chaque fois du point de vue de Grace et de Tippi, mais en fait non. On reste uniquement du coup dans la tête de Grace, et on va forcément suivre aussi son premier jour d'école, enfin leur premier jour d'école en l'occurrence, dans un établissement public. Parce qu'en fait, au début du roman, jusqu'ici, elle faisait école à domicile. Et malheureusement, ça coûte, j'ai un doute entre à domicile ou dans le privé, j'ai un doute. Mais bref, ça coûte trop cher aux parents. Le père, du coup, de mémoire, je pense, perd son boulot, tombe peut-être dans l'alcoolisme ou un truc comme ça, la mère s'en sort plus, enfin bref, elles sont obligées de partir du coup dans l'école publique et de forcément se présenter au reste du monde, on va dire. Et forcément, il va y avoir beaucoup de changements, beaucoup de remarques par rapport à ça, parce qu'on ne croise pas tous les jours des personnes siamoises, et que tout le monde n'est pas bienveillant par rapport à ça non plus. Et puis voilà, on va suivre du coup leur amitié, j'ai oublié le nom de la meilleure amie en question. On va suivre du coup le début d'une histoire d'amour avec un gros point d'interrogation, parce que ce livre répond aussi à pas mal de questions qu'on se pose. C'est un peu de la curiosité malsaine, mal placée, mais voilà, je suis la première à me poser ce genre de questions, donc j'ai pas spécialement envie de juger, voilà, même si je pourrais rester totalement correcte je n'ai jamais rencontré personne siamoise, mais je pourrais rester correcte par rapport à elle. Autant les questions elles fusent assez naturellement, quoi. Et donc ce livre répond à une partie des questions aussi, par rapport à l'intimité notamment. Et voilà, c'est abordé de façon très naturelle. Sarah Crossen s'était beaucoup renseignée sur les deux sœurs siamoises qui avaient été nées, c'était Brittany. Je me demande si c'est pas la deuxième, c'était pas Ashley ou un truc comme ça, je suis plus sûre. Pour justement créer ce récit, et ça se ressent beaucoup du coup sur ce côté très naturel, très franc, très honnête, on va dire, je sais pas comment le qualifier d'autre. Mais bon, voilà, en tout cas, j'ai choisi ce duo parce qu'il était très atypique, qui m'a marqué, du coup, au final, sur la bibliothèque. Et que même si on ne suit que le point de vue de Grace, voilà, on est obligé d'avoir comme personnage secondaire Tippi, et leur relation forcément envers l'une l'autre. Autant Grace c'était la plus calme, douce, rêveuse, etc. Autant Tippi elle a un franc-parler par contre à côté. Donc c'était assez particulier aussi de voir deux personnalités
gérer un seul corps. Parce que clairement elles n'auraient pas du tout le même fonctionnement au final si elles avaient chacune voilà, leur propre corps. C'est toute une partie de compromis. Vous voyez ici du fait d'être de souder solidaires dans leur choix. Voilà, elles n'ont pas envie d'être un frein l'une pour l'autre non plus. Mais en même temps, voilà, c'est des compromis H24 aussi, donc il y a beaucoup de communication par rapport à ça. Ouais, voilà, en gros, j'ai envie de mettre ce duel-là parce que vraiment, c'est complètement atypique et c'est pas les personnages les plus travaillés non plus que j'ai rencontrés dans ma bibliothèque ou quoi. C'est pas celles qui vont, comme je disais avant, plus se compléter parce qu'au final, elles s'opposent plus qu'autre chose. Voilà, dans leur fonctionnement. Mais voilà, c'est beaucoup d'entraide du coup. Vous vous doutez bien, beaucoup de compromis. Et du coup, ça crée un duo très particulier, mais aussi très fort pour surmonter tous les obstacles ensemble, pour aller de l'avant, pour continuer de s'améliorer, pour trouver leur propre équilibre aussi. Et donc voilà, donc c'est un livre que j'ai envie de reconseiller aujourd'hui parce qu'on ne le voit plus, parce que c'était très intéressant, parce que ça change d'habitude, voilà, un livre écrit en vers libre, même si c'est pas ce que je préfère non plus, je vais pas mentir. Mais voilà, j'avais envie de le ressortir aujourd'hui, c'était l'occasion. Et peut-être que certains d'entre vous, du coup, le découvrent vu qu'on n'entend plus parler. Donc on sait jamais, ça peut vous intéresser peut-être. Ensuite, le troisième livre que j'ai mis, il y a un petit indice, juste ici. C'est pour ça que je l'ai sorti pour l'occasion et que j'ai pas remis un pull au-dessus pour que vous le voyez bien. J'ai choisi de vous reparler aujourd'hui de La vie invisible d'Adi Larue. Pareil, il faut qu'on parle de cette couverture, de cette petite jaquette du coup qu'on peut rajouter. Je pense de mémoire que je vous avais déjà parlé de ce livre dans ma toute première vidéo, enfin non, deuxième du coup, vu que la première si je me présentais moi, dans ma deuxième vidéo sur 10 livres qui ont marqué ma vie, et je pense que c'est à ce moment-là que j'en ai déjà parlé une première fois. Mais puisqu'il s'agit d'un de mes plus gros coups de cœur, j'avais vraiment envie de reparler du personnage d'Adi Larue, donc Adeline, son nom entier. Et autant à ce moment-là, je pense que je vous avais dit que ce qui m'avait vraiment profondément marqué, c'était le personnage d'Adi. Parce que j'avais envie de créer un duo avec elle dans le sens... comment je vais vous expliquer ça maintenant ? Dans le sens que c'est un personnage qui ressent une énorme solitude et en tant que lecteur, on a envie de combler sa solitude, de l'accompagner, d'être présent pour elle, etc. Autant, il y a un autre personnage garçon dans ce livre, il y en a même deux, qui, pareil, a un impact là-dessus. Et j'ai envie de parler de ce duo, du coup, aujourd'hui. Il s'agit du personnage d'Henri, mais avant, je vais vous lire le résumé. Une nuit de 1714, dans un moment de désespoir, une jeune femme avide de liberté scelle un pacte avec le diable. Mais si elle obtient le droit de vivre éternellement, en échange, personne ne pourra jamais plus se rappeler ni de son nom, ni de son visage. La voilà condamnée à traverser les âges comme un fantôme, incapable de raconter son histoire, aussitôt effacée de la mémoire de tous ceux qui la croisent. Ainsi commence une vie extraordinaire, faite de découvertes et d'aventures stupéfiantes, qui l'amènent pendant plusieurs siècles, rencontre en rencontre, toujours éphémères, dans plusieurs pays d'Europe d'abord, puis dans le monde entier. Jusqu'au jour où elle pénètre dans une petite librairie à New York, et là, pour la première fois en 300 ans, l'homme derrière le comptoir la reconnaît. Quelle peut donc bien être la raison de ce miracle? Est-ce un piège ou un incroyable coup de chance? Embarquée dans un voyage à travers les époques et les continents, poursuivie par un démon lui-même fasciné par sa proie, jusqu'où Adi ira-t-elle pour laisser sa marque enfin sur le monde? Rien qu'à la lecture de ce résumé, j'ai envie de le relire et je pense que je vais m'accorder cette relecture l'an prochain. Je vais essayer de faire ça. Ça arrive pas souvent, mais bon, vous voyez que j'en suis devenue fan. Et c'est un des rares livres aussi où mon amour n'a cessé de croître une fois que je l'ai terminé. Parce que le personnage d'Adi m'a particulièrement manqué depuis que j'ai fermé ce livre. Et pareil, la phrase d'accroche, c'est « Une vie dont personne ne se souviendra, une histoire que vous ne pourrez plus jamais oublier,
et c'est clair. La conclusion, c'est qu'on ne peut pas oublier, nous, en tant que lecteur, Addie. Et j'ai envie de la retrouver un jour, sauf que c'est un one-shot. Donc la relecture voilà, arrivera peut-être pas cette année, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de livres que je dois lire, qui me font envie, qui sortent, machin. Mais pour l'an prochain, il y a moyen que du coup je lui prévoie une petite place. On verra. Bon, déjà, la première chose que vous devez savoir, c'est donc que ça a été un coup de cœur, que ce livre, du coup, a une construction qui est très particulière. On le dit, c'est étalé, du coup, sur 300 ans. C'est aussi à double temporalité, entre les années donc, 1714 et 2014, je pense, après. Et en même temps, les flashs vont... voilà, se raccourcir dans le temps, se rapprocher au fur et à mesure de l'histoire. On revient un petit peu jusqu'au point de 2014 même. Et tout au long de ce livre, on va voir le personnage d'Addie évoluer. Alors, au début, au moment où elle fait du coup son pacte avec, on dit ici, le diable, je pense qu'au début du livre, l'introduction, ils disent le dieu, ou le dieu des ténèbres, ou un truc comme ça. On se retrouve un personnage en fait voilà qui en 1700 c'est une femme qui est obligée de se marier, d'avoir des gosses, etc. Elle n'est pas du tout dans cette logique là et du coup elle va fuir ce mariage un peu forcé et c'est comme ça qu'elle se retrouve à faire ce pacte. Donc on a un personnage qui au début de l'histoire est vraiment à nouveau un personnage féminin très fort, qui a besoin d'indépendance, qui a besoin de liberté, etc. Et voilà, qui a besoin de se retrouver seule plutôt que mal accompagnée, on va dire. Et puis on va la suivre forcément un peu seule avant qu'elle tombe sur ce libraire qui s'appelle Henri. Et forcément, au fur et à mesure du temps, sur 300 ans, il y a du changement. Ses perceptions vont évoluer, elle va évoluer elle-même, suivant les évolutions de la société, les révolutions qui vont avec, les grands changements qu'il y a eu dans le temps, etc., dans les mentalités, toutes ces choses. Et donc elle change au fur et à mesure du temps aussi. Et au fur et à mesure du temps, par contre, la solitude dont elle se délectait va finir par lui porter préjudice, parce que voilà, personne ne se rappelle d'elle. Mais donc par exemple... imaginons, elle arrive dans un magasin, elle n'a pas de sous indéfiniment, vu qu'elle ne peut pas avoir de travail, vu que tout le monde l'oublie, elle reviendrait le lendemain de son boulot, juste t'es qui, on t'a pas engagé, etc. Donc on va dire, elle entre dans un magasin, elle vole un truc, elle se barre, le caissier ou le gars de sécurité va sortir pour récupérer la voleuse. À partir du moment où il n'y a plus de contact visuel, il sort dehors, il se rappelle pas c'est qui, il se rappelle pas ce qu'il faisait là, etc. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a d'autres choses qui sont mises en place aussi par l'auteur. C'est par exemple, elle ne peut pas laisser de traces écrites. Voilà, elle ne sait pas écrire, elle ne peut pas dire son nom par exemple, etc. Il y a beaucoup de choses, mais bref, on ne peut pas se rappeler d'elle. Et donc forcément, ça va entraîner toute une réflexion de final dans sa vie. Qui est-ce que tu es si tu ne peux pas laisser de traces? Parce qu'en fait, pareil, si tu fais le compte de quelqu'un que tu as connu, que tu as perdu, etc., au final, tout ce qui reste, c'est les souvenirs que tu as eu avec elle, c'est comment elle a marqué les gens, etc. Donc voilà, c'est la question du qu'est-ce qu'une personne, au final, si elle ne peut pas laisser ces traces-là. Et donc tout ce questionnement, aussi pareil, va un peu la déprimer. Il y a beaucoup de questions universelles qui sont abordées dans ce livre en dehors de celle-là. Beaucoup de questionnements, je dirais, intemporels, qui vont très bien du coup avec le fait qu'elle soit complètement hors du temps. Et voilà, c'est des questionnements qui vont la chagriner, qui vont la turlupiner, qui vont, bref, lui rester en tête pendant très longtemps. Qui vont la changer elle-même et qui vont au final amener ce gros sentiment de solitude qu'elle vit, en tout cas au moment où elle rencontre Henri.
Henri, à l'inverse, en fait, à ce moment-là, a en gros fait une demande en mariage et s'est fait recaler, la fille s'est barrée, etc. Et pareil, à un moment, il veut se suicider et il rencontre en tout cas aussi ce dieu de la mort qui lui propose un autre pacte en lui disant « Ok, si tu veux à partir de maintenant, tout le monde t'aime ». Et lui, ça va être l'effet inverse. Donc jusque-là, Adi n'a plus d'amour, forcément. Et Henri, c'est l'inverse. Lui, du coup, tout le monde l'aime, mais il se rend assez vite compte que c'est à cause du pacte et pas à cause de simplement les sentiments normaux que les gens pourraient avoir pour lui, quoi. Et donc, au final, pareil, ça ne lui convient pas du tout. Et les deux, du coup, vont se rencontrer. J'ai aimé ce duo parce que tout simplement, ils comblent la solitude l'un de l'autre. En fait, c'est ça. La solitude et même d'autres sentiments, l'estime qu'ils ont d'eux, enfin voilà, tout ce qu'un humain a besoin aussi de pouvoir construire en relation. C'est à ce moment-là aussi qu'on se rend compte qu'un humain, même si tu es introverti, même si tu es casanier, etc., tu as besoin au final de ces interactions-là. Et donc ils vont s'apporter toutes ces choses et c'est là qu'on voit que ce n'est pas uniquement s'apporter de l'amour et c'était très intéressant. Ils vont aussi devoir forcément s'apprivoiser parce que Adi est complètement perturbée, ça fait des centaines d'années qu'elle n'a plus ces relations-là, qu'elle ne crée plus les relations comme l'aurait fait auparavant comme vous et moi. Et à l'inverse, Henri au début se méfie aussi. Si elle m'aime, est-ce que c'est pas pour la même raison que les autres, mais ça a l'air différent, etc. Ils se rendent bien compte que les gens ne se rappellent pas d'Adi, enfin voilà. Et donc on va suivre toute leur relation qui se construit vraiment tout petit à petit. Et ça c'était très chouette aussi, je déteste les relations qui se construisent en deux comme ça. Voilà, le slow burn on va dire est un peu plus pour moi. et donc ouais, ce côté vraiment de tout ce que ça engendre, de tout ce que ça englobe, qui peuvent s'apporter mutuellement, forment du coup au final un très très beau duo. Voilà, qui vont leur sortir de leur solitude. Et franchement, je vous le dis, Dieu seul sait que la solitude d'Adi, je l'ai ressentie au plus profond de mon être. C'est vraiment de là qu'est venu le coup de cœur, que j'avais envie de l'accompagner. Et donc Dieu seul sait que j'étais heureuse qu'elle trouve du coup une personne pour l'accompagner, pour se reconstruire, etc. Et voilà, je ne peux pas vous parler de l'ensemble de l'histoire, bien évidemment. Mais en tout cas, j'avais envie de parler de ce duo pour l'occasion. Parce que vraiment, ça amène vraiment beaucoup de questionnements aussi par rapport aux relations humaines. Et beaucoup d'humanité, beaucoup de peur aussi profonde, voilà, universelle. C'était vraiment un roman que je recommande très chaudement. Je pense que je pourrais encore avoir d'autres niveaux de lecture d'ailleurs en le relisant, mais en tout cas pour aujourd'hui je vais m'arrêter à ce duo Adi-Henri. Le quatrième livre que j'ai choisi de vous présenter, je ne l'ai pas entre mes mains parce que si vous avez suivi les anciennes vidéos, vous savez qu'en fait je l'ai sur ma liseuse, que je l'ai en audio book, mais du coup toujours pas en papier. J'attends qu'il ressorte en poche pour pouvoir l'ajouter du coup au reste de la collection. Il s'agit de celui-ci, donc Une belle vie de Virginie Grimaldi. Et pareil, je ne sais pas vous lire le résumé étant donné que je tourne la vidéo avec du coup mon GSM et du coup c'est un peu compliqué. Mais en gros, pour rappel, ce livre parle du coup d'une relation de sœurs, donc de sororité, entre Emma et Agathe. On les retrouve à ce moment-là toutes les deux pour le déménagement de la maison, je pense, de leur grand-mère, qui du coup je crois est décédée, donc elles doivent vider la maison. Et à ce moment-là, elles ne se sont plus vues depuis des années, je ne sais plus combien exactement, mais des années. Et c'est un roman qui est aussi écrit en double temporalité, entre à nouveau le moment présent où elles se retrouvent et pareil, un moment qui commence de... j'allais dire leur jeune âge, mais vraiment même un peu avant la naissance de Agathe, vu que Emma je pense c'était la plus grande, et on retrace leur relation voilà, hyper, je vais pas dire fusionnelle, mais hyper proche en tout cas,
de leur enfance jusqu'à le moment où ils deviennent adultes et qu'est-ce qui se passe pour qu'en fait elles ne se voyaient plus depuis X années. Donc on retrace un petit peu tout ça au fur et à mesure en faisant passé, présent, etc. Et on voit du coup durant toute notre lecture cette relation, ce duo évoluer vers du bien, vers du mauvais, etc. etc. En sachant qu'elles ont eu une vie très compliquée et donc il y a des moments où elles devaient vraiment être soudées ou solidaires, c'était ça. Soulidées, on va l'ajouter à mon dictionnaire celui-là. Et petite parenthèse, bisous pour celles qui connaissent le trollard, je repense à vous. Je vous le laisse au montage celui-là. Et donc voilà, elles ont besoin d'être du coup en tout cas très soudées. Voilà, pour surmonter toutes les épreuves de la vie, dont il y en a pas mal au niveau familial. Et c'est une magnifique relation qui m'a vraiment fait penser plus d'une fois en tout cas à ma propre relation avec ma soeur, je vous l'avais déjà dit. D'ailleurs à nouveau Déborah, si tu passes par ici, je t'aime. Et j'ai vraiment aimé la suivre parce que c'est la conception que j'ai du coup d'une relation frère-sœur. Tous les parents, je pense, vous le diront en tout cas, pratiquement tous les parents, entre les moments où les frères et sœurs sont du coup hyper amis et les moments où ils sont ennemis au possible. Avec ma sœur, on appelait ça sœur amie ou sœur amie, c'est pour vous dire. Mais voilà, je trouvais que c'était très authentique comme duo, que pareil, on voyait vraiment toutes les variations qu'il peut y avoir dans une relation, aussi bien au moment où vraiment elles sont les personnes les plus importantes l'une pour l'autre, que les moments où ça se déchire, où elles n'en peuvent plus, où l'une l'autre peut devenir même un fardeau parfois. Et en même temps, voilà, il reste ce lien du coup du sang comme on appelle ça, qui est là malgré tout et qui va toujours amener ces changements au compte-gouttes. Et j'ai vraiment adoré suivre ce duo. Je pense qu'après celui de Katniss et Peeta, c'est mon préféré de cette sélection, mais du coup de tous les bouquins que j'ai lus aussi, ce qui a aussi voilà, entraîné une partie entraînant en tout cas en partie le coup de cœur que j'ai eu pour ce livre. Et alors c'était dingue de voir aussi à quel point pareil elles peuvent aussi bien se compléter toujours que vraiment être complètement à l'opposé en fait. Parce que parfois c'est l'une qui protège l'autre, puis il y a d'autres moments c'est l'inverse quand l'autre a besoin, etc. Et c'est vraiment du donnant-donnant, c'est vraiment ce lien-là. Que à nouveau ça va dans un sens et dans l'autre et c'est ce qui fait que c'est aussi riche, aussi puissant. C'est de voir que chacun aussi possède ses propres limites aussi par rapport à certaines situations, parce que je vous dis leur vie est pas du tout facile. Et du coup vraiment j'ai adoré ce duo, je ne sais pas vous le dire autrement, il m'a vraiment pris aux tripes. Je me suis retrouvée aussi bien dans le personnage d'Emma que celui d'Agathe, ça dépendait des moments, comme j'ai retrouvé ma soeur dans les deux, etc. Après voilà, je sais pas, dans les liens frères-sœurs, ce serait vraiment similaire ou quoi. À mon avis, le fait d'être du même sexe doit aussi entraîner un autre type de relation. Mais je ne suis pas la plus à même de juger ça. Mais en tout cas, pour ici, cette sororité, vraiment, je pense que Virginie Grimaldi voilà, un don pour écrire sur l'humain, écrire sur les relations humaines, et clairement le coup de la sororité c'était 100% gagnant ici. Voilà, c'était un récit qui était vraiment brillant, qui était hyper bien, je vais pas dire construit, mais que les personnages étaient vraiment construits et les relations encore plus. Donc vraiment ce duo je vous le recommande plus. J'ai pas grand chose à rajouter parce que je vais pas m'étendre sur le reste de l'histoire. Pour ça je vous renvoie à soit le bilan d'été ou alors sur mon top 10 de l'année. Il se trouve dedans aussi vu que je vous dis que c'était un coup de cœur. Donc voilà, s'il vous intéresse plus je vous renvoie à ces vidéos. Mais en tout cas pour leur relation clairement, si vous n'avez pas vous êtes enfant unique, vous n'avez pas de sœur par exemple, et que vous êtes toujours un peu demandé quel pouvait être ce lien, qu'est-ce que vous ne percevez pas, que vous ne connaissez pas ou ce genre de choses, ça vous donne un très bon aperçu. Donc je vous recommande Une belle vie de Grimaldi avec ce duo d'Emma et d'Agathe.
le 5e et dernier livre dont je veux vous parler. Je ne l'ai pas sous la main non plus. Petit indice, il se trouve, bah, vous ne voyez pas, mais il se trouve juste derrière moi ici, et c'est parce que je l'ai prêté à ma soeur. Parce que oui, ma soeur m'a prêté, donc vous voyez là toujours Par-delà la magie que je lui ai du coup à la base offert, si vous avez suivi les dernières vidéos. Mais je lui prête parfois certains livres aussi, notamment pour le Instagram. Et bref, ici je vous parle du coup de celui-ci, donc la passe miroir, le tome 1, Les fiancées de l'hiver. Et à nouveau, je ne l'ai plus sous les mains pour vous faire du coup le résumé très précis. Mais dans ce tome-là, on va suivre en tout cas le personnage d'Ophélie, qui est une fille un peu... j'ai envie de dire un peu paumée. C'est un peu méchant. Mais je ne l'ai pas beaucoup aimée Ophélie dans ce tome-là, je ne vais pas vous mentir. Alors vous dites pourquoi elle me parle du coup de ce duo, si c'est un personnage qu'elle n'a pas aimé. Vous allez voir. Mais en gros, c'est une fille qui est complètement introvertie. Ça, autant je suis plus du côté, je pense, introverti qu'extraverti, peu importe comment vous me voyez sur ces vidéos. Je suis, comme beaucoup d'introvertis, beaucoup plus à l'aise dans mon petit comité, mon petit groupe qu'en général. Elle a toutes les caractéristiques, on va dire, physiques, les grosses lunettes, la grosse écharpe pour se cacher, des vêtements un peu trop larges, enfin voilà, elle se cache un peu de son apparence, un peu passe-partout, on la remarque pas trop, ce genre de choses. Et par contre, elle a un côté très atypique puisqu'elle a un pouvoir, c'est-à-dire qu'elle peut lire le passé des objets avec ses mains. C'est ce qu'on appelle du coup une liseuse, je pense, de mémoire. Et en plus, elle est du coup une passe-miroir, c'est-à-dire qu'elle peut traverser les miroirs pour aller d'un endroit à un autre. Mais bon, au moment où elle se trouve du coup dans le tome 1, elle vit du coup sur son arche qui s'appelle Anima, et elle y vit avec sa famille. On lui a déjà présenté plusieurs prétendants, elle n'en veut pas, du coup elle continue d'être toute seule, jusqu'au jour où voilà, on décide de la marier à Thorn. Et là j'imagine qu'il y en a beaucoup derrière qui sont là, genre ah Thorn parce qu'il a eu son franc succès. Et pourtant c'est un personnage que je qualifierais d'anti-héros en fait. Il est vraiment à l'opposé de ce qu'on croise d'habitude aussi. Très taciturne, très froid, très dur, pas causant pour un sou, etc. Bref, le type qu'on va pas accrocher de prime abord normalement. Peut-être avec le temps, hein, mais voilà, la première opinion qu'on a de lui est assez unanime en tout cas, c'est que c'est quelqu'un de pas trop sympa, quoi. Et lui, il vient d'un clan qui est assez puissant, c'est le clan des dragons, et il possède du coup d'autres dons que Ophélie. Et bref, Ophélie du coup se retrouve fiancée à lui, elle regarde ses parents avec des yeux comme ça à nouveau, hein, genre pourquoi, qu'est-ce que vous m'avez fait, enfin comment vous avez pu prendre une décision pareille, etc. Mais elle se retrouve du coup à devoir les quitter, à devoir quitter son arche pour aller du coup dans la cité de Thorn, qui se trouve dans les pôles où il fait bien froid. Et elle va du coup être totalement décrochée de son monde, de tout ce qu'elle connaît en tant qu'introvertie. C'est franchement compliqué et c'est pour ça que j'ai eu du mal avec elle au premier tome. C'est que certes le personnage du coup est très humain, enfin dans le sens où ses réactions sont vraiment très logiques, pas idéalisées du tout, etc. Autant plus d'une fois elle est à l'opposé à ce moment-là des personnages qu'on peut qualifier de badass, auxquels j'ai envie de m'identifier, qui m'inspirent, etc. Parce que beaucoup de lectrices se sont retrouvées en elle, dans le sens où en fait elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a et c'est tout. Enfin c'est déjà très bien mais c'est tout et ça change vraiment beaucoup du coup de ce qu'on présente dans la littérature young adulte en tout cas. Mais voilà, ça l'a rendue très attachante du coup pour beaucoup de lecteurs. Moi j'ai mis longtemps avant de l'apprécier, mais je pense que je l'apprécierai beaucoup plus maintenant que j'ai terminé la saga. Et pareil, je pense faire une relecture un jour peut-être, on sait jamais. et en plus de ça, pareil, elle a des traits qui peuvent soit prêter à sourire, soit agacer, etc. C'est toujours un peu un entre-deux, mais dans lequel on peut se reconnaître aussi. C'est par exemple, elle est très maladroite.
je le suis aussi. Donc ça c'est plus l'aspect qui m'a fait sourire, en mode genre je compatis grande parce que la même, le quotidien, je suis blasée de moi tout le temps pour ça. Mes collègues et les jeunes dont je m'occupe aussi. Mais voilà, c'est pas forcément le trait que j'avais envie, en tout cas, de retrouver dans la littérature. Et en même temps, franchement, c'était un très bon parti pris de la part de Christelle Dabos. Mais bref, elle se retrouve du coup à la Citatielle avec Thorn, son du coup fiancé, vu que c'est les fiancés d'hiver. Dans un monde qu'elle ne connaît pas du tout, un monde qui est rempli de complots, qui est rempli de manigances, de jeux de pouvoir aussi, vraiment il faut se méfier de tout le temps, des gens, du visuel, de toutes les sensations. Et elle se retrouve, on le découvre assez vite, au milieu d'un complot, ouais, on va dire un peu mortel, dont Thorn en tout cas est au courant. Elle pas du tout, mais tout ce qu'elle sait c'est qu'elle ne peut pas dévoiler sa vraie identité, en tout cas quand elle arrive là-bas. Et la relation, ce duo en tout cas, entre Aurélie et Thorn, pareil, va être un slow burn, mais vraiment très lent. Certains tomes, il n'y a quasiment pas d'échange entre eux. On voit très peu Thorn, ou en tout cas on le suit, mais de moments où ils sont à deux, etc., c'est assez rare. On suit du coup beaucoup Ophélie en comparaison. Mais voilà, on la voit évoluer au fur et à mesure des livres. Mais je vous dis, elle part de très bas pour devoir atteindre là-bas tout en haut pour s'en sortir. Thorn va l'aider, mais vraiment au compte-gouttes, parce qu'il n'est pas du tout démonstratif non plus. Voilà, donc ils font chacun en fait ce qu'ils peuvent, aussi bien pour eux que pour l'autre. Mais les deux sont un peu handicapés des relations humaines en fait. C'est un peu ça l'idée. Et je crois que c'est pour ça que j'ai envie de les présenter aujourd'hui. Parce que pareil, c'est un duo qui ne ressemble à aucun autre dans cette bibliothèque. C'est pour ça qu'il est aussi marquant. Et c'est un duo qui marche à fond. Et à nouveau, on est dans les opposés satire, je sais pas si ça va être le mot, mais en tout cas, au niveau complémentaire, au niveau... ouais, relations complémentaires, plutôt que qu'ils ressemblent à ça, comme je disais tantôt. Mais qu'est-ce que ça marche, quoi. Parce que, au final, il n'aurait pas du tout pu être avec quelqu'un d'extraverti, c'est sûr et certain. Thorn encore moins, je crois qu'il aurait tapé sur le système. Il aime pas trop les gens. Et ouais, pareil, ils vont s'appréhender l'un l'autre, etc. Ils vont se changer un peu mutuellement au fur et à mesure de ce contact, des événements, etc. aussi. Et comment vous parler de plus que ça sans aborder les gros points en tout cas du tome 3 et forcément aussi beaucoup du tome 4. Si vous savez, vous savez. mais voilà, c'est une relation, un duo qui était très marquant. Parce que vraiment, c'est un duo au début, tu te dis, ça peut pas marcher quoi. Non, enfin genre il y aura jamais de duo en fait pour ces deux personnages. Et si, donc et un sacré bon duo au final. Mais je pense qu'il a aussi un peu chamboulé mes convictions, on va dire, mes préjugés en tout cas sur certains couples, etc. Pareil, sur certains types de personnalités aussi. Ça m'a sorti ma zone de confort, ça c'est clair et net. Mais c'était, je suis contente de les avoir lus, c'était, voilà, ça m'a changé pas mal de perceptions. Et c'est un duo du coup que je vous invite à découvrir à votre tour. Parce que il est composé de personnes qu'on ne trouve pas souvent du tout dans cette littérature. C'est des anti-héros quoi, en personnages principaux, mais pareil, un anti-héros on va souvent le prendre à contresens ou pour quelqu'un de mauvais. Ici pas, juste c'est dur pour eux de trouver une place au sein, enfin par rapport à l'autre, qui je suis par rapport à lui au final. Ok, on est fiancés, mais bon, en dehors de ça. Et je pense que pareil, ça a pu répondre à... Enfin, ça a pu
cogité chez pas mal de lecteurs au final de, pareil, eux en tant qu'introvertis ou quoi, quelle est leur place par rapport au reste de la société, aux relations qui tissent autour, etc. Donc pour ça c'était très intéressant, je pense. Et voilà, sans pouvoir parler de tout ce qu'il y a dans la passe miroir, et Dieu seul sait qu'il y en a des choses, que ce soit dans les complots, que ce soit dans l'univers est complètement dingue. Dans tout ce qui se passe dans la fin. Voilà. Voilà, c'est le dernier duo que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Et puis voilà. Et voilà, je pense que cette vidéo est déjà assez longue, voilà, parce que ça me change d'habitude de vous parler des personnages vraiment plutôt que de l'univers, des péripéties, etc. Je pense que c'était une approche différente et j'ai aimé tourner cette vidéo parce qu'il y a des personnages chouchous dont je pourrais vous parler pendant très longtemps. Peut-être qu'un jour je ferai un top de mes personnages préférés, qui sait. Quoi qu'en même temps ce serait un peu redondant du coup avec Pita et Adi. Mais encore j'en ai d'autres en tête, comme par exemple Onizuka de GTO qui est derrière moi, vous ne le voyez pas. Donc il y aurait peut-être moyen que je fasse quand même des petits clins d'œil pour l'un ou l'autre, mais que je m'attarde sur d'autres. Je ne sais pas, on verra ça si j'ai besoin d'une vidéo un jour peut-être. Mais voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé l'idée, que cette approche en tout cas vous a donné envie de découvrir du coup certains d'entre eux, de vous plonger dans certains univers, etc. Voilà, pour découvrir dans quoi ils évoluent, dans qu'est-ce qui leur arrive, etc. N'hésitez pas forcément aussi à me dire du coup dans les commentaires quel est votre duo favori. Est-ce que je l'ai du coup déjà évoqué ici? Il y en a tellement d'autres, j'imagine qu'il y en a bien un autre que vous avez en tête, donc je serais très curieuse aussi, vu que la construction des personnages et tout c'est quelque chose que j'aime vraiment dans les livres. Donc pareil, ça c'est lié aussi, donc n'hésitez pas voilà, à me dire en tout cas, peut-être pas un duo forcément, mais un personnage chouchou que vous avez, voilà. Et pareil, si vous n'avez pas le temps, vous êtes trop timide, etc., vous le savez, le petit emoji du coup ce sera les deux personnes, fille, garçon, machin, là, qui se tiennent du coup la main. Ou alors les deux qui sont comme ça l'un contre l'autre avec un petit cœur, un petit bisou ou que sais-je, enfin bref, un petit duo de personnages, ou peut-être même les deux danseurs, c'est comme vous voulez, franchement c'est comme vous voulez, mais en tout cas un duo. Et puis voilà, de façon plus large, si vous avez envie de dire aussi quel genre de duo vous aimez. Ouais, j'ai parlé plusieurs fois de la slow burn, moi j'ai parlé pas mal au final des côtés complémentaires, et en y réfléchissant au fur et à mesure de cette vidéo, je me suis dit que c'était assez logique, parce qu'en fait je pense que ça vient de ma perception aussi de garçon et fille, on est différents, voilà, dans notre construction, c'est pas un mal, il n'y a pas de tard à dire ça. Et que du coup je trouve que ce qui est intéressant au final dans ce type de relation, c'est justement tout ce qu'on peut s'apporter d'un côté comme de l'autre, cette complémentarité, et je pense que c'est pour ça que c'est ce que je recherche au niveau relationnel amoureux, et qu'à l'inverse le côté semblable qu'on pouvait plus retrouver ici dans les sœurs ou des choses comme ça, du coup c'est ce que je cherche en tant que fille, que femme, dans mes amis, c'est de pouvoir être comprise dans mes problèmes, dans mon fonctionnement, etc. Et je pense que c'est comme ça que je fonctionne, et donc c'est comme ça que ça se retranscrit aussi du coup dans cette vidéo, dans ma perception dans la littérature. Et donc voilà, donc si vous avez envie de discuter de ça aussi dans les commentaires, je serais contente d'échanger là-dessus avec vous aussi. Et puis je vous fais forcément plein de bisous d'ici une prochaine vidéo. Portez-vous bien.